Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous nous présentons devant vous de telle sorte à pouvoir vous expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous avons décidé de nous présenter à ces élections départementales dans ce nouveau découpage cantonal. Un petit film va vous être présenté donc sur notre canton. Entre parenthèses, pour faire le tour du canton aujourd'hui, il faut 3h30 pour faire la boucle en voiture. Ensuite, Frédéric va vous exposer un petit peu cette nouvelle réforme, ce nouveau découpage. Quelle est l'idée directrice de notre programme départemental et cantonal surtout. Son programme va être développé pour partie par Jean-Paul pour la partie économique avec un nouveau maillage routier, pour ma part pour la qualité de vie, pour Marion pour la qualité de l'eau, et ensuite lorsque nous vous aurons exposé tout cela, nous vous proposons un échange des questions-réponses, et nous reviendrons sur le ou les sujets qui vous font plaisir, le ou les sujets pour lesquels vous trouvez que nous ne sommes pas allés assez loin et vous voulez un petit peu plus d'approfondissement là-dessus. Et quand tout cela sera terminé, nous avons prévu le verre de l'amitié pour finir cette soirée de manière tout à fait conviviale. Je vais donc maintenant donner la parole à Frédéric et on va avoir un petit film sur le canton. Voilà, c'est un petit film sur le canton avec les différents villages. Alors on n'a pas
fait et les villages et les campagnes, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Vous voyez que notre canton a des paysages divers et variés, en partant des terrasses de la vallée du Tarn et puis ensuite en grimpant sur les coteaux, pour arriver à Bruniquel avec la typicité, je ne sais pas si c'est français, la typicité, mais enfin, si c'est français, c'est parfait dans ce cas-là, avec la typicité de ce petit village qui est vraiment très très joli. Nous allons nous présenter. Je m'appelle Jérôme Beck, j'ai bientôt 47 ans, je vis maritalement, j'ai 4 enfants, 21, 19, 14 et une petite fille de 15 mois. Je suis directeur d'une usine à Merville, fabricant de planchers précontraints, de blocs, de bordure et d'éléments en polystyrène. Je suis élu à la commune de la Bastide-Saint-Pierre depuis 2001 et j'en suis le maire depuis 2008. Frédéric Turin-Labailleul, je suis conseillère municipale à Saint-Nofari. Je suis avocate, j'ai un cabinet à Montauban et un cabinet à Caussade. Je suis mère de 3 enfants de 21 ans, 18 ans, 10 ans. Je suis fille d'artisan, sœur d'artisan, femme d'artisan. Et voilà, je pense vous avoir tout bien ce qui me concerne. Jean-Paul. Moi, je m'appelle Jean-Paul Albert. Jean-Paul étant un prénom de personne de plus de 60 ans. J'ai aussi 2 grands garçons, une femme qui est patiente et méritante. Et j'ai la particularité d'avoir fait mes études à Toulouse en étant colocataire de quelqu'un qui est originaire de Noïc, qui avait ses 10 frères et sœurs qui habitaient Noïc, qui s'appelle Étienne, je ne me rappelle plus son nom. Qui était donc mon copain d'enfance, et pourtant, voyez-vous, ce soir, je me présente pour soutenir Jérôme Beck et Frédéric Turena pour des motifs qui ne sont pas des motifs personnels, mais qui sont des motifs, non pas politiques, mais des motifs purement et simplement d'intérêt départemental, et que j'aurai l'occasion de développer, si vous voulez bien m'en donner l'occasion au cours de cette soirée. Bonsoir, donc moi je suis Marie Rigaud, je suis la suppléante de Frédéric, j'ai 37 ans, je suis directrice d'un bureau d'études en environnement basé sur Nice. Je suis mariée à un artisan et j'ai 2 enfants, un de 9 ans et une petite fille de 4 ans. Je suis élue sur Genebrière depuis 2001 et adjointe depuis 2008. Madame le maire, mesdames du conseil municipal, madame, messieurs, 2 mots, si vous le voulez bien, sur la présentation de cette nouvelle loi qui nous amène à nous présenter à ces élections. Le conseil général ne sera plus le conseil départemental, vous le savez, il n'y aura plus des conseillers généraux mais des conseillers départementaux. Notre canton, notre département est désormais composé de 15 cantons au lieu de 30, qui ont tous été donc redistribués. Nous vous donnerons notre avis sur la manière dont il a été redistribué, particulièrement notre canton. Quoi qu'il en soit, demeureront 30 conseillers au sein du conseil départemental, puisque ces élections portent désormais sur 2 candidats, 2 élus par canton, un homme et une femme. C'est également la nouveauté, une des nouveautés de cette réforme, puisqu'il a fallu imposer par la force les femmes. Elles y sont et elles ont bien l'intention d'y avoir leur rôle et de faire entendre leur voix. Ainsi, demeureront donc 30 conseillers départementaux. Ces élections vont se faire au suffrage universel de tours, sans panachage possible. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra prendre la liste, le lot en son entier, il ne sera pas possible de faire les choix. Autre réforme, autre point de réforme, et pas des moindres, cette élection va emporter le remplacement, la reformation de la totalité du conseil départemental, et non plus par moitié comme cela se faisait auparavant. C'est donc très clairement l'occasion pour notre département de renouveler des usages, des personnes, des politiques dont on a une certaine lassitude. Et c'est la raison pour laquelle nous portons candidat, entendant bien que les choses changent. Nous estimons que nous sommes des candidats à la hauteur et à la mesure de ce challenge pour plusieurs raisons.
Tout d'abord parce que nous sommes jeunes ou relativement jeunes pour assumer ce mandat, parce que je crois que ces responsabilités-là, il faut avoir un certain dynamisme, il faut avoir une envie d'aller en avant, mais qu'à un certain moment, un certain âge, peut être là, des ambitions d'envergure pour le département. Deuxièmement, nous sommes des élus locaux qui avons donc quelques connaissances, particulièrement pour Jérôme, de la vie de la commune et des fonctionnements des institutions du département. Par ailleurs, nous sommes des actifs, nous sommes des gens qui sont dans la vie active et qui connaissons de fait les besoins et les choix et les désirs des gens. Dernier avantage que nous pensons être le nôtre, mais pas des moindres, nous sommes des chefs d'entreprise et nous avons donc pour habitude de devoir gérer, pour pouvoir faire prospérer nos entreprises, les ressources pour financer les besoins de nos entreprises. Et nous partons de l'idée, nous semble-t-il du bon sens, que le département doit être géré comme le serait une entreprise. Ni plus ni moins. Bien apprécier les besoins de l'entreprise pour pouvoir ensuite redistribuer ses fonds, ses ressources. C'est une idée, c'est un b.a.-ba, mais peut-être perdu de vue, et dans tous les cas qui devra être remis au goût du jour pour pouvoir retrouver une gestion saine du département. Nous n'entendons pas, si nous sommes élus, porter une réforme qui aurait pour objet de dire il faut tout démolir, tout ce qui a été fait, là, a été fait en dépit du bon sens, il ne faut rien garder. C'est faux. C'est faux. Il y a des atouts, il y a des choses qui ont été faites et qui sont de qualité, qui doivent être maintenues. Il y a des méthodes de travail, il y a des décisions qui sont en cours et qui ne doivent pas être revues parce qu'elles sont satisfaisantes. Et il y a pourtant de nouvelles idées, de nouvelles méthodes à intégrer au futur conseil départemental. Et c'est l'enjeu, nous semble-t-il, de cette nouvelle formation du conseil départemental. Nous devons de vous donner quelques informations sur notre engagement politique et la couleur de notre liste. Nous sommes des gens de droite qui partons sur une liste sans étiquette. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous n'avons pas souhaité, à tort ou à raison, mais pour nous, ça a été un choix mesuré, de partir en toute indépendance, sans être soutenu par aucun parti ou groupe de partis, puisque nous avions la possibilité effectivement d'être soutenus par les partis divers droite. Et nous avons souhaité faire notre parcours, notre campagne, pour pouvoir faire notre parcours aussi librement que nous l'entendions. Notre idée était que si nous avions des projets à porter, à proposer, à soutenir ou à contester, il fallait que les décisions que nous allions prendre le soient en dépit des lignes des partis, que nous soyons totalement libres, une fois élus, de prendre les décisions en notre conscience et sans être obligés de répondre ou de soutenir une personne parce qu'elle serait d'un parti, en dépit d'une idée qui ne nous conviendrait pas. C'est le choix de l'indépendance et c'est un choix que nous assumons totalement. Je voudrais également dire que ces élections, voyez, nous ne sommes pas nombreux, une fois de plus. Ces élections ne mobilisent pas les foules. Elles ne mobilisent pas les foules et pourtant, elles devraient concerner les gens parce que ce sont les élections qui portent sur le devenir de leur quotidien. Elles portent sur leur vie locale, sur la proximité, sur ce que va être la vie de leurs enfants, mais au quotidien véritablement. Alors malheureusement, c'est vrai que les médias télévisuels ne se font pas le relais des enjeux des élections départementales et c'est un tort. Les élections, quand elles sont européennes ou quand elles sont présidentielles, on en entend parler dans les médias 2 ans, voire 3 ans avant qu'elles n'arrivent. Là, en ce qui concerne les élections départementales, on commence à en parler un petit peu, et encore au travers des 2 polémiques
qu'elle supporte, à savoir l'absentéisme annoncé, d'une part, et la levée, encore une fois, du Front National qui devrait faire des ravages, et on nous les annonce tellement qu'ils sont quasiment acquis pour eux. Moi, j'ai pour tradition de dire à mes enfants et aux enfants des autres que de toute façon, par principe, il faut aller voter. Quel que soit le bulletin que vous mettrez, même s'il est nul, il faut aller voter. J'adore l'histoire et je constate que sur l'échelle de l'histoire, le droit de vote des hommes ne date que de la Révolution, mais encore pas de tous les hommes, c'est venu progressivement. Le droit des femmes, il a 60 ans. 60 ans, c'est rien. C'est un acquis, le droit de vote. Les gens pensent que c'est un acquis qui est immuable. À force de s'en désintéresser, nous allons laisser la porte ouverte à des systèmes dictatoriaux, inquisitoriaux, et qui nous feront regretter, mais ce sera peut-être trop tard, le temps béni de la démocratie, le temps béni où nous avions des choix, ne serait-ce que celui de pouvoir exprimer notre droit de vote, notre voix à l'occasion des droits de vote. Et ça, c'est du basique, mais que je crois devoir être le b.a.-ba qu'il faut inculquer à nos enfants, mais pas qu'à nos enfants, malheureusement, même aux adultes bien pensants qui estiment que ces élections, comme les autres, ne changeront rien. Mais à force de dire que l'on ne changera rien, effectivement, on va se taire et on va laisser la porte ouverte à d'autres voix qui ne sont pas celles qu'il faut laisser porter. D'ailleurs, à l'occasion de ces élections également, parce que leur enjeu est d'importance, il ne faut pas voter n'importe quoi. Et il ne faut pas voter n'importe quoi dans le sens d'un vote sanction, d'un vote qui se voudrait sanction pour venir manifester la désapprobation à l'égard de la politique gouvernementale qui est actuellement menée et que nous subissons. Ce n'est pas l'occasion, les élections départementales, de manifester cette désapprobation, même si elle est légitime. Ce n'est pas l'occasion. On est là dans la décision de choisir des élus qui vont représenter vos intérêts locaux, territoriaux, quotidiens. Nous n'avons pas d'impact sur le national, si ce n'est le message à travers cette élection. Et alors, c'est pas l'occasion, ce sera l'occasion des élections présidentielles de manifester notre désapprobation à l'égard des décisions gouvernementales. Mais là, ce n'est pas l'occasion. Vous avez compris, nous voulons porter un message qui consiste à dire ne vous trompez pas en allant voter, et qui consiste à vous dire allez le dire et le redire autour de vous. Ces élections ne doivent pas être celles du vote sanction. Serait-il raisonnable, en effet, de laisser à des postes de responsabilité des candidats qui ne sont même pas de notre canton, qui sont des gens parachutés? L'un vient de Montbeton, l'autre vient de Montauban. Ce sont des gens qui n'ont pas de mandats électoraux, qui ne sont pas élus. On ne sait rien d'eux. Et sous couvert qu'ils sont les candidats portés par le Front National, avec des idées quand même directrices qui sont celles de la sortie de l'Europe, de la sortie de l'euro, serait-il effectivement raisonnable de laisser des gens porteurs de tels messages, sans l'envergure du local, à des postes de responsabilité pour notre avenir du quotidien? Je pense que ce message, il faut également que nous le portions autour de nous. D'ici une semaine, la décision va être apportée de même. Je vais maintenant vous exposer en 2 mots la motivation de notre projet, les raisons qui nous ont amenés à construire ce projet. Nous avons fait un constat qui n'a rien d'exceptionnel. Notre département est un des rares départements, voire même le seul, semble-t-il, qui se soit plus que maintenu démographiquement, qui soit en progression démographique. Nous avons, c'est une chance, des arrivées, des implantations sur notre département, de par notre proximité avec l'agglomération toulousaine, et cette progression ne va faire que croître encore avec l'implantation de la LGV.
Tout ça, c'est du court terme, c'est du moyen terme. Nous pensons qu'il est nécessaire de préparer notre territoire à ce nouveau visage qu'il va connaître très rapidement avec cette explosion démographique. Il faut le préparer de manière rationnelle. Il ne faut pas que soit fait n'importe quoi. Alors les communes sont là, mais le département doit soutenir les communes dans ces démarches. Et la vision qui doit être faite doit être une vision d'ensemble. Et il faut avoir un regard assez lointain et pourtant assez proche de ce futur que nous voulons. Nous avons une qualité de vie dans nos communes rurales qu'il faut maintenir. On ne s'en rend plus forcément compte, mais c'est au contact des gens de la ville, des gens de Toulouse, quand ils voient nos maisons, quand ils voient la campagne, quand ils voient souvent les peu de temps que nous avons pour nous rendre sur nos lieux de travail, nous envier notre qualité de vie. Il faut la ménager, il faut la garantir. Mais il faut également lui apporter encore plus de potentiel, parce que nous sommes des secteurs ruraux qui avons le droit d'avoir les mêmes avantages, les mêmes commodités qu'à la ville. C'est la raison pour laquelle nous vous développerons, Jérôme vous développera, la manière dont nous voyons la meilleure qualité possible pour notre vie du quotidien. Mais notre programme est soutenu également par l'idée de du nécessaire soutien au développement économique. Le développement économique, il est à portée de main. Il faut être capable de le saisir. Il ne faut pas y passer à côté. Et il faut le faire de manière optimale. Nous avons Toulouse et nous avons des entreprises qui ne cherchent qu'à venir se développer dans notre secteur. Il faut leur permettre de pouvoir s'implanter, profiter de ce développement économique tout en maintenant une qualité de vie pour nous, nos enfants et les gens qui vont vouloir venir s'installer dans nos régions. Voilà l'idée directrice de notre programme. Et partant de l'idée de ces deux postulats, nous avons construit un programme qui se veut rationnel, réaliste et, somme toute, très envisageable. Je vais passer la parole à Jérôme qui va nous développer la manière dont nous le voyons au niveau de la qualité de vie. Alors, je vais juste faire la transition. 3 minutes et puis je donne le micro à Jean-Paul. Voilà. Jean-Philippe, peux-tu afficher la carte du canton, s'il te plaît? Quand on regarde ce découpage, nous avons cherché l'intérêt général de ce découpage-là avec un chef-lieu de canton qui se trouve à l'extrémité du canton. Nous n'avons pas trouvé l'intérêt général, d'autant plus qu'il se trouve à cheval sur 4 communautés de communes. Et donc, nous avons recherché un petit peu quels pouvaient être les intérêts particuliers de ce découpage, et là, nous avons trouvé quelques réponses. Donc, cela aussi a fait partie de notre choix de partir pour ne pas laisser en place les gens qui ont privilégié un découpage pour des intérêts particuliers, pour leur précaré, plutôt que l'intérêt général, qui, lui, nous anime à tous les 4. Dans ce canton, il est vaste, il est étiré, il est disparate. Vous avez vu quand on traverse les communes, quand on va de la Bastide jusqu'à Bruniquel. Il est sur des bassins de vie différents. Ça, c'est quand même important également. Le bassin de vie de Montclar n'est pas le même que celui de Seine-Nofary, qui n'est pas le même que celui de la Bastide. Donc ce morcelage-là, c'est pas bien pour l'intérêt général. Il n'en demeure pas moins que ce canton a des atouts. Ce canton, il est plutôt touristique à l'est, avec les communes de Bruniquel, Puy-Gaillard, Montclar, et il est plutôt économique au sud, avec la zone du Lozard, qui aujourd'hui comporte plus de 200 emplois tous les jours, des CDI implantés, pas des gens de passage, et la zone Grand Sud Logistique, qui se trouve à cheval sur Montbartier, Camsas et la Bastide-Saint-Pierre. Là, le département a une vraie politique innovante, ambitieuse, courageuse, pour faire de ce morceau de Tarn-et-Garonne un morceau économique. Cette zone Grand Sud Logistique, c'est 434 hectares.
excusez-moi, fin de semaine. Une fois et demi, Castelnau d'Estrettefond. Aujourd'hui, il y a 450 emplois sur cette zone. Dans 15 ou 20 ans, il est estimé entre 2000 et 3000 personnes sur cette zone Grand Sud Logistique. Et nous remercions le département de l'avoir porté. Alors je sais que la paternité de cette zone, certains se l'attribuent aujourd'hui, mais il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Cette zone Grand Sud Logistique, elle a été portée par Jean-Marc Pariandé, que j'ai soutenu en 2011 aux élections cantonales, parce que vous l'avez compris, que nous sommes des hommes et des femmes d'intérêt général et non pas de parti politique, et que si je l'ai soutenu en 2011, c'est parce que j'estimais que Jean-Marc Pariandé était la personne la plus à même de défendre au mieux l'intérêt général de notre coin. Merci au département de l'avoir porté, un budget de 80 millions d'euros. Les 3 communes, Montbartier, Camsas et la Bastide réunies, n'auraient pas pu, même en étant réunies, porter un tel projet. Et donc, entre ce secteur touristique et ce pôle d'activité au sud, ce sont 2 chances pour le canton. Notre idée directrice générale, c'est que les communes puissent conserver leurs habitants, parce qu'il fait bon vivre, sincèrement, chez nous. On n'est pas trop loin de Montauban, qu'on habite Montclar, ou qu'on habite Noïc, ou Villebrumier, ou la Bastide. On n'est pas trop loin de Toulouse non plus, on n'est pas loin de Fronton. Même si, architecturalement parlant, on ne peut pas dire que nous soyons gâtés par rapport à d'autres villages ou d'autres villes, Saint-Cyr-la-Popie, par contre, c'est magnifique. Ceux qui connaissent Saint-Cyr, c'est absolument fantastique. Mais à Saint-Cyr, il n'y a pas de zone de Grand Sud Logistique à Saint-Cyr. À Bruniquel non plus, et il y en a une qui est au sud du département, du fait de sa position avec le péage et la future gare LGV. Dans ce canton, ce qui est important, nous semble-t-il, c'est que les gens puissent y vivre, puissent y habiter, et pour ce faire, il est nécessaire de rapprocher en temps les lieux d'habitation des zones économiques. Parce que certes, dans chaque commune, il y a un peu d'emploi. À Noïc, il y a un bon boucher, il y a le Guéluron qui tourne le pot, donc c'est très bien. Mais on n'est pas sur des centaines d'emplois. Et pourtant, à Noïc, il y a quand même, combien c'est 1500 ou 1600 ou 1200 habitants Noïc 1300 habitants, merci dans le verre. 1300 habitants, il n'y a pas d'emploi pour 1300 habitants à Noïc. À part que vous embauchez tout le monde à la commune, mais en principe, les communes, on ne veut pas devenir les premiers employeurs du coin. Voilà, et c'est pareil à la Bastide. Hein, donc il nous semble important que les populations puissent rester en place. Alors pour ce faire, il y a une partie maillage routier, et là je vais donner la parole à Jean-Paul, et après une partie qualité de vie que je développerai. En réalité, si on doit être franc, lorsque nous nous sommes penchés sur le programme que nous voulions essayer de développer et que nous voulions essayer de défendre auprès du département, et donc pour lequel il fallait convaincre les électeurs, on ne savait même pas quelles seraient ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire le rôle qu'auraient les futurs conseillers départementaux. C'est une des raisons absolues pour lesquelles, une des raisons entre autres pour lesquelles j'étais très très opposé à cette réforme, une des raisons pour lesquelles je le reste tout autant. Depuis l'Assemblée nationale s'est penchée sur ce que pourraient être les compétences à la fois du département et du conseil départemental. Elle s'est penchée aussi, l'Assemblée nationale, sur la répartition entre la région et le département. Et tout cela, c'est la montagne qui a accouché d'une souris, puisque pratiquement, il a été décidé après quelques courtes semaines de discussion, que la meilleure solution, c'était de ne pas changer grand-chose. Autrement dit, on nous a annoncé une réforme territoriale qui n'en est pas une, on nous a annoncé une répartition de compétences qui ne se fera pas, et on nous a annoncé, ça avait commencé déjà sous Sarkozy, hein, je vous rassure, on nous a annoncé que les départements n'avaient plus de raison d'être, le Conseil général encore moins, et que par conséquent, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'on allait rationaliser tout ça sur un modèle européen, et que tout allait bien marcher, et puis au bout du compte, on s'est rendu compte, on a remis à peu près en place toutes les compétences précédemment. La seule chose qui a changé de façon concrète et de façon notable,
c'est sans doute ce qu'il n'aurait pas fallu changer, c'est-à-dire les transports scolaires, parce que si effectivement les transports scolaires doivent être à l'avenir gérés depuis Toulouse, voire depuis Montpellier, puisqu'apparemment, aux dernières nouvelles, Toulouse, dans sa grande magnanimité, laisserait la capacité d'être capitale de région de Montpellier, encore que j'en doute, on voit mal comment les transports scolaires pourraient être gérés effectivement depuis Montpellier. Alors en ce qui nous concerne, donc, en ayant un programme avec des candidats dont on n'est pas sûr qu'ils pourraient le mettre en place, dans un département dont on ne savait pas s'il pourrait être maintenu, etc., on a dit le mieux, c'est de continuer à considérer que les conseillers généraux, que les conseillers départementaux pourront continuer à faire ce que faisaient les conseillers généraux, et nous sommes partis sur ce postulat, et finalement on ne s'est pas trompé, puisque c'est en définitive ce qui va se passer. Reste que désormais, il y a deux maires dans la... Il y a deux, comment on disait, de fakirs dans le même secteur, il y a deux maires dans la même commune, comme vous voulez, où il y a deux crocodiles dans le même marigot. La différence, c'est qu'il y aura désormais un crocodile homme et un crocodile femme. Faudra-t-il qu'ils s'entendent? J'espère qu'ils s'entendront. Les nôtres s'entendront, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons suivi. Alors, la chose qui est apparue de façon évidente, c'est effectivement ce qu'a dit Jérôme, c'est que l'arrêt de notre programme, si l'on voulait sortir des considérations purement partisanes et si l'on voulait essayer de dire ne votez pas pour moi simplement parce que je suis de gauche ou parce que je suis de droite ou parce que je suis PS ou parce que je ne le suis pas, mais votez pour nous plutôt parce que voilà ce que nous vous proposons de faire, eh bien l'arrêt, elle est évidente, c'est la liaison, c'est la relation qu'il doit y avoir au travers de notre département tout à longueur, c'est-à-dire dans cette ligne qui va de Nègreplis, même on sort du canton, ou de Bruniquel, jusqu'à Toulouse, en passant par Montclar de Quercy, en passant par la Salle-de-Temps, en passant par Noï, en passant par Orgueil, etc. C'est grosso modo la liaison qui existe déjà, qui est la D36. Et la D36, c'est quand même un chemin, pas dire du mal, je l'ai emprunté pendant 30 ans, tous les jours, pour aller travailler à Toulouse, et je l'ai fait. Et je suis arrivé, pas souvent à l'heure, mais je suis arrivé tous les jours à Toulouse pour faire mon travail, en faisant donc les 110 km avec cette route extrêmement difficile qui, à l'époque, ne pouvait même pas se terminer à Saint-Jory par l'autoroute, mais qui terminait par la traversée de tous ces villages qui n'en finissent plus entre Aucanville, Saint-Alban, etc. et Toulouse. Donc c'est un problème que je connais très très bien. Et fort de mon expérience, je me suis dit qu'effectivement, si l'on voulait garder quelque espoir d'avenir pour mon secteur, à l'époque, c'était notre canton, c'était le canton de Montclar. Et là, il vous l'a dit, Jérôme, il n'y a pas la moindre petite zone artisanale. La seule fois qu'on a essayé d'en faire une, on a failli se faire décapiter. Donc, le travail, il faut aller le chercher là où il est. Là où il est, c'est essentiellement dans le nord toulousain, c'est-à-dire de Toulouse à la Bastide Saint-Pierre. Eh bien, la logique, elle est toute simple, elle est de dire, on a réalisé des axes routiers à peu près convenables, parce que le département a quand même beaucoup travaillé. J'ai assisté aujourd'hui à la dernière session du Conseil général, où je vous assure qu'on travaille et qu'on ne passe pas sa vie à s'invectiver, même quand on n'a pas la même couleur, même quand on est dans une situation de concurrence électorale, on se fait un petit peu la gueule pendant les jours qui précèdent l'élection, mais après il faut bien arriver à s'entendre. Eh bien, actuellement, je crois que le département a beaucoup avancé l'art de mettre en place des liaisons entre chacune de nos communes et le chef-lieu de département, c'est-à-dire Montauban. Mais en Montauban, il n'y a pas tous les pôles d'emploi que l'on peut espérer. Le pôle d'emploi, les principaux pôles d'emploi, ils sont maintenant vers Toulouse. Et donc la logique, elle est tout simplement d'essayer d'améliorer les axes de circulation qu'il y a entre chez nous et Toulouse. Alors, il y a un obstacle essentiel à cela, que tout le monde connaît, pour lequel il faut que nous discutions ensemble, calmement, tranquillement, sans doute, avec les élus politiques, les élus locaux de Régnès, de Corbardieu, de Villepremier et sans doute même de Noï, pour savoir à quel endroit il sera nécessaire d'améliorer ou de refaire un pont, mais un pont qui sera un vrai pont d'ouverture sur lequel on pourra rouler avec des camions et des poids lourds qui ne seront pas limités dans leur tonnage, avec un tablier qui sera suffisamment large pour accueillir une circulation convenable. Et ensuite, il faudra reprendre aussi les tournants. Il ne s'agit pas bien sûr de faire une autoroute pour aller de Montclar à Toulouse, mais de reprendre des tournants qui sont trop accentués et qui sont accidentogènes, comme l'on dit,
et éviter aussi d'avoir des traversées de villages qui sont insupportables et pour le village et pour les automobilistes, de telle sorte qu'effectivement on ait un véritable axe de circulation entre la région toulousaine et chez nous. C'est l'axe central, c'est l'arête centrale de la composition de notre programme économique. Tout le reste en découle, et tout le reste c'est tout simplement essayer de mettre en place les idées qui sont les nôtres dans ce qui relève du rôle du département, c'est-à-dire l'amélioration de la sécurité lorsqu'il a faut. On a parlé de la sécurité routière. Ici, nous n'avons pas lieu de le développer, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la sécurité routière sur la 999 entre Gaillac et Montauban. Il y a beaucoup de progrès à faire sur la sécurité en matière d'information. Notre ami François Cassaille, qui est le jeune de Montclar qui a réalisé le film et qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne la numérisation de notre secteur, pourrait vous dire à quel point il est absolument nécessaire encore de moderniser notre équipement en matière de numérique pour qu'on puisse rester chez nous. Et puis c'est tout le reste, ce sont des services santé, ce sont tous les programmes qui viennent d'être développés par Frédéric et par Jérôme, avec un point essentiel qui nous tient parfaitement à cœur, qui est l'égalité qu'il faut établir dans notre territoire au travers de la qualité de l'eau, c'est-à-dire la politique de l'eau, non seulement la qualité de l'eau, mais la politique de l'eau. On en vient au programme de Silence et on en vient au secteur qui est généralement développé par Marion, et elle m'en voudrait beaucoup si je marchais sur cette plate-bande et si je lui retire le plein de la bouche. Donc je m'arrête là et nous reprendrons tout à l'heure, si vous voulez bien, la discussion de façon beaucoup plus libre et sous forme d'échange, pour que je puisse vous donner, parce que moi je suis l'ancien, parce que moi je suis le sortant, que je puisse vous donner quelques explications sur les raisons de ma présence aux côtés de ces jeunes gens. Donc effectivement, le maillage routier est une chose très importante parce que, comme l'expliquait Jean-Paul, le nord toulousain et le sud tarn-et-garonnais, la grosse activité économique, c'est là qu'elle va se développer. Si on n'arrive pas à rapprocher en temps les lieux d'habitation des territoires économiques, c'est les gens qui se rapprocheront des territoires économiques. Or la France, c'est pas que des grandes zones et des grosses villes. Ce qui fait la richesse de la France, c'est sa diversité, et notamment sa diversité de territoires. Nous sommes attachés aux communes rurales. On aime les grandes villes et on aime nos communes rurales parce qu'on y est bien. Et la qualité de vie dans nos communes rurales, certes, on comprend bien quand on habite la Bastide, Noïc, Villers-Brumier, Orgueil, Montclar, Coniquet, le Puy-Gaillard, ou n'importe quelle commune du canton, qu'on ne peut pas avoir les mêmes services qu'à Montauban. À Montauban, souvent, on a un appartement, des maisons, mais bon, quand on descend, à 200 mètres, on a un bureau de poste, à 500 mètres, on a une gendarmerie, à 50 mètres ou 100 mètres, on a le guichet de banque, on a tout sous la main. On a un arrêt de bus à 50 ou 100 ou 150 mètres, tout est sous la main. Ça, c'est la ville. Certes, quand on est à la campagne, on comprend bien qu'on ne peut pas avoir la même chose. Il n'en demeure pas moins que l'on paie des impôts quand on est à la campagne, comme tout le monde. Il n'en demeure pas moins que la qualité de vie va passer dans ce nouveau canton par une vraie volonté départementale de défense de l'ensemble des services publics. Lorsqu'on regarde le canton aujourd'hui, le canton, c'est 3 gendarmeries, 4 bureaux de poste, 3 services de secours. Aujourd'hui, au niveau national, on nous parle de 2 choses. On dépense beaucoup trop, il faut faire des économies, et la dette, je crois, a dépassé les 2000 milliards d'euros, qui sont des sommes qui ne s'affichent même pas sur la calculette. De toute façon, on se demande comment un jour on va pouvoir les rembourser. Il ne faudrait pas que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, sous couvert d'économie, comme les cantons sont 2 fois plus gros, et bien maintenant dans ce canton, il y a 3 gendarmeries, on en supprime une. Il y a 4 bureaux de poste, on en supprime un. Il y a 3 services de secours, on en supprime un. Demandez aux habitants de Bruniquel, il y a 4 ans, il y avait un bureau de poste. Le bureau de poste a été transformé en agence postale. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi on veut se battre pour la qualité de vie dans nos territoires ruraux? Parce qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne,
sur 4, il y en a 3 en activité et 1 à la retraite. Et que nous, quand nous serons à la retraite... Oui, non, il est un peu occupé par sa mairie à Montclar et encore le conseil général, certes. Mais il n'en demeure pas moins que tu ne vas plus à Toulouse tous les matins pour travailler, et le soir tu ne rentres plus à Montclar pour y coucher. Quand on sera vieux, on espère pouvoir rester chez soi aussi. Et pour ce faire, il y a d'un côté les services publics, il y a de l'autre côté le département qui doit continuer à soutenir l'aide au commerce de proximité. Un commerce de proximité, une petite épicerie dans un village qui fait épicerie, qui fait des dépôts de pain, qui fait un peu de journaux, un peu de tabac, plus qu'une entreprise privée, c'est presque un service public. Parce que les personnes âgées qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion, qui ne peuvent plus conduire par exemple, se rejoignent au cœur du village pour aller chercher la dépêche, pour aller chercher la baguette de pain, un litre d'huile. Elles discutent, elles parlent, ça fait du lien social. Ça c'est important, ça il faut le promouvoir là où c'est possible, l'aider là où ils sont en difficulté, mais surtout tout faire pour maintenir ces petits commerces de proximité qui participent grandement non seulement à la vie locale, mais à la vie sociale locale. Nous pensons aussi que, et ça c'est nouveau, quand on est âgé, ou même quand on n'est pas âgé, que l'on est malade, si on doit prendre par rapport à là où on habite la voiture, parce qu'il faut faire une demi-heure de voiture pour aller trouver un médecin, ça aussi ça coince. Parce que nos vies aujourd'hui, nos vies font que quand on arrive à la retraite, rares sont ceux qui ont les enfants qui habitent à côté ou dans la commune à côté, et les petits-enfants également à côté ou dans les communes à côté. Et pourtant c'est pratique quand on a les enfants à côté. On voit le médecin et on appelle son fils ou sa fille, mon chéri ou ma chérie, est-ce que cet après-midi tu peux passer à la maison pour récupérer l'ordonnance pour aller me chercher les médicaments? Mais quand vous avez un fils ou une fille ou vos enfants qui sont l'un à Lille, l'autre à Rennes, l'autre à Brest, l'autre à Marseille, l'autre à Toulouse, ne peuvent pas passer le soir en fin de journée pour vous récupérer l'ordonnance et aller vous chercher les médicaments. Et donc nous pensons qu'il faut promouvoir, alors pas dans chaque commune certes, parce que nous n'aimons pas dépenser l'argent pour rien à tort et à travers, et nous sommes soucieux des deniers publics, comme on le fait, comme Madame le maire vous le faites dans votre commune, et comme nous tous on le fait, Monsieur le maire également, et nous pareil. Ceci dit, et peut-être qu'il peut y avoir des aides privées, des investissements privés également, mais pour un regroupement de 3 ou 4 communes, il pourrait peut-être y avoir un pôle médical. Alors on ne parle pas forcément qui est et le kiné et un dentiste, mais au moins un médecin et une infirmière. Parce qu'un médecin c'est indispensable, et quand il faut faire les piqûres, l'infirmière c'est indispensable aussi. Il y a beaucoup plus de gens qui vont chez le médecin et qui voient l'infirmière que des gens qui font du kiné ou qui vont chez le dentiste. Et du moins, on y voit moins souvent en tout cas. Donc il nous semble que le département devrait porter une vraie politique médicale rurale. Toujours dans la qualité de vie, il faut penser aux scolaires et aux périscolaires. Dans nos territoires, ou dans nos petits qui sont plus ou moins gros, mais qui sont plus souvent petits que gros du reste, le souci annuel des maires, est-ce que cette année on me ferme la classe ou pas? Ça, nous on l'a à la Bastide, on a rencontré des maires donc, sur ce canton qui l'ont chaque année. Peut-être à Noé, vous l'avez également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une classe qui ferme, et pire quand c'est la seule classe et qu'il n'y a plus d'école, c'est un bout de vie qui s'en va, et un bout de vie qui s'en va, c'est un bout d'avenir qui s'en va, et c'est une commune qui petit à petit se meurt. Donc on doit, au niveau du département, aider le maintien des classes en place. Il y a des alliances intelligentes qui ont été faites sur ce canton entre la commune de Verlac et la commune de La Salvetat. Ces deux communes ne sont pas très peuplées. La Salvetat, je crois que c'est en population à peu près la moitié celle de Noïc, et Verlac le tiers. Eh bien, ils ont fait une alliance pour que l'une comme l'autre conserve son école. Comment ont-ils fait? Ils se sont répartis les élèves. La maternelle, c'est sur la commune de Verlac,
La primaire, c'est sur la commune de la Salvetat. Et quand vous regardez à Verlac, qui n'est pas bien gros, bien, ils ont leur école maternelle, et en face de la maternelle, vous faites combien 40 mètres, vous traversez la place, vous avez une petite supérette pour acheter un litre d'huile, un litre de farine, la dépêche, la baguette de pain. Et tout ça, ça maintient du lien social. Donc, maintenir le scolaire, et maintenir le périscolaire, et une aide au périscolaire. Quand on travaille et qu'on habite en secteur rural, ça aussi c'est du vécu, le matin, vous vous levez plus tôt que les enfants de la ville. Parce qu'il y a la route à faire, et donc vous vous levez plus tôt. Et toujours pareil, parce qu'il y a la route à faire, vous arrivez plus tard à la maison. Donc pour les parents qui travaillent, qui font demi-heure ou trois quarts d'heure de voiture, qui n'ont pas la chance d'avoir les parents de l'un ou de l'autre à côté pour récupérer les enfants quand ils sortent de l'école, il faut soutenir le périscolaire. Toujours dans le but que les communes restent agréables à vivre parce que les parents qui travaillent, ils ont tout ce qu'il faut de telle sorte à ce que dans leur vie au quotidien, les enfants sont accueillis, ça paraît rien, mais sur une commune, accueillir les enfants à 7h30 et accueillir les enfants à 7h, quand vous avez trois quarts d'heure de route et que vous commencez à 8h le matin, et que vous ne pouvez pas modifier vos horaires parce que ou votre patron ne le permet pas, ou parce que vous faites partie d'un roulement d'équipe et que c'est comme ça, ce quart d'heure de différence, il est très important. Sauf que pour une commune, organiser l'accueil périscolaire à 7h, à 7h30, en termes d'incidence sur la masse salariale, c'est pas rien du tout. Ensuite, le numérique, bien évidemment. Aujourd'hui, Internet, si nous on l'a appris quand on était étudiant, les jeunes y naissent avec. À 15 mois, ils commencent à tapoter sur les tablettes déjà. Je m'étais promis qu'avant 6 ans, je ne toucherais pas une tablette. Mais bon, c'est un pari que j'ai perdu. Mon premier adjoint a gagné sur ce coup-là. Le numérique, ça fait partie de notre vie. Les gens qui rentrent à la maison, une fois que les enfants sont lavés et sont couchés, ils appuient sur l'ordinateur et il faut qu'Internet fonctionne. À la Bastide, il y a des zones blanches. À Varennes, il y a des zones blanches. À Verlac, il y a des zones blanches. À Noïc, il en existe peut-être. Et donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on habite un secteur rural qu'on est moins important que les autres. On n'est pas plus important que ceux qui habitent en ville, mais en tout cas, on n'est certainement pas moins important. Et on n'a pas le droit d'avoir une qualité de service différente, au moins là-dessus. Le département a lancé, c'est annoncé par le président Baillet, une politique de développement de la fibre sur l'ensemble du Tarn-et-Garonne. Cette politique, bien évidemment, doit être continuée. C'est une bonne initiative qui est coûteuse, certes. Ceci dit, la fibre ne pourra pas être développée partout, mais à côté de cela, de ce programme de développement de la fibre, il faudrait qu'il y ait au moins la DSL pour tous. À la Bastide-Saint-Pierre, que je connais bien donc, vous payez donc vos 39,90 €, je crois, par mois pour Orange. Vous vous mettez sur Internet, tout le secteur où j'habite, c'est comme ça. Vous êtes 5 minutes sur Internet et puis vous avez un joli message qui vous fait plaisir. Internet Explorer a cessé de fonctionner. Ce n'est pas normal. En premier, Internet doit être développé pour les zones d'activité économique. La fibre doit être mise au Lozard et à la zone basse logistique de manière prioritaire sur tout le reste. Pourquoi ? Parce que l'activité économique, c'est ce qui crée des richesses. Et quand on crée des richesses, il y a de l'argent qui rentre dans les collectivités. Et quand l'argent rentre dans les collectivités, on peut redistribuer un peu à tout le monde, on peut améliorer un petit peu les services pour chacun et le confort de tous. Il y a d'autres zones d'activité, comme à le secteur Castel-Sarrazin-Moissac. Ça aussi, c'est une priorité en équipement de fibre. Et ensuite, il faudra que chacun puisse avoir la DSL. Nous sommes à Noïc. Entre Noïc et Villebrumier, il y a un pont, et sous ce pont coule une rivière, le Tarn. On va parler un peu de tourisme. On a parlé au début que l'est du canton était touristique, avec toi, notamment Pointe-Nickel. Le Tarn, c'est un vrai atout pour notre secteur. Il y avait samedi dernier une conférence à la salle des fêtes de Régnès, conférence à l'initiative de Claude Vigouroux, son maire,
il y avait 3 intervenants. Alors je me souviens de Guy Astoul, historien, qui a fait un exposé sur l'histoire du temps, où l'on remarque d'ailleurs que nos collines, en 1930, étaient toutes, sans arbres, et aujourd'hui entièrement boisées. Donc c'est vrai que le paysage est surprenant, que les 2 photos étaient côte à côte. Il y avait aussi toute une partie sur la préhistoire avec le Tarn, et une autre partie sur un projet qui s'appelle Valaigo, de Villemur jusqu'à Montauban. Projet porté par Villemur et par l'agglo de Montauban. Énoïque, comme Villebrumier, comme Réniès et comme la Bastide-Saint-Pierre sont pleinement concernés. La communauté de communes devra s'intéresser de près et être partie prenante et décisionnaire également dans cela, parce qu'on voit qu'en Péniche, donc il y a un film qui a été fait là-dessus, on voit donc déjà une quarantaine de personnes sur une péniche qui part de Montège, qui arrive à Montauban, qui passe sous le... comment on appelle ça, juste à la pointe entre le faubourg toulousain et le quai Poulet, là, elle passe dessous, sous la route, elle arrive sur le Tarn. Alors sur la gauche, elle ne peut pas aller très loin parce qu'il l'a jeté avec l'ancien moulin de Sapiac qui a été transformé dans les années 30 en centrale hydroélectrique. Mais elle remonte sur la droite jusqu'à Corbarieux, donc Seine-Nofary, Corbarieux. Et il y a possibilité de faire remonter cela, et l'idée, l'objectif final, ce serait d'arriver jusqu'à Albi. Et ce que l'on constate, c'est que chaque fois qu'il y a quelques bateaux sur une rivière, que ce soit des péniches, que ce soit des canoës ou que ce soit les deux, il y a toute une activité économique autour qui se développe autour de cette navigation fluviale. Et donc ce projet, en sortant, moi j'ai dit au maire de Réniès, cet exposé est tellement magnifique, il faudrait le montrer dans nos écoles primaires, au CM2 là, qui s'intéressent un peu à ce bout de temps, parce que par la navigation, on découvre des berges que l'on ne voit jamais, puisqu'elles ne sont pas accessibles. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, et puis il peut y avoir développement de gîtes, le week-end des balades en bateau sur le Tarn, et cela est faisable, il y a déjà des infrastructures, les jetées ont été construites il y a près de 200 ans, certaines écluses ont été transformées en échelle à poissons, mais le projet est tout à fait faisable. En plus, c'est un projet qui peut remonter jusqu'à l'Europe, puisqu'il y a eu cette conférence sur le Tarn, a été développée au niveau européen, donc il y a peut-être des fonds à prendre. Et cette rivière Tarn, effectivement, imaginons qu'à Noïc, il y ait un ponton et qu'on puisse accoster, Noïc ou Corbarieux, puisqu'on est en face, et bien il y a des gens qui vont descendre, qui vont venir visiter, et puis s'ils avaient la bonne idée de venir un samedi, ils laisseront 4 sous dans les commerces, 4 sous à la supérette, 4 sous au café à Villebrumier, ils prennent un paquet de cigarettes, ils visitent, et puis un petit gîte pour passer le week-end, pourquoi pas, avec des randonnées pédestres, parce qu'il y a des randonnées pédestres dans le coin. Et pourquoi pas faire un peu de VTT, pourquoi pas... Enfin, tout ça, ce ne sont que des idées, mais ce qui est sûr, c'est que ce projet, il existe. Si la volonté politique, mais la vraie politique, vous occupez de chez nous, quoi, elle y est, il y a de belles choses à faire en matière touristique dans notre coin. Tu sais qu'il y a une tradition touristique à Noïc, puisque César était venu faire du tourisme à l'époque du Club Méditerranée. Il était monté avec tous ses amis du Club Méditerranée, et comme il cherchait une piscine, il ne trouvait pas, il était très chaud, donc il s'est arrêté à Noïc. Et il a dit en latin Noïc, c'est-à-dire je nage ici. Chacun sait que c'est une parfaite légende et que c'est pas du tout l'origine. Je déconne évidemment. La véritable Noïc, ça veut dire en réalité nouveau village. Ouais, c'est ça, hein, c'est quelque chose comme ça. Mais en plus, il y a des trucs à Noïc qu'on ne sait pas nécessairement. Il y a une église classée, par exemple. Il y a un lavoir, je crois, c'est ça, qui est comme un Villebrumier. Enfin, il y a un certain nombre de petites richesses touristiques qui sont classées, autres qui peuvent très bien constituer autant d'étapes lorsqu'on va remonter le Tarn en pagode ou en péniche, comme tu voudras. Enfin, ce sont aussi, encore une fois, le tourisme, il est toujours intéressant quand il s'adresse à des gens qui découvrent quelque chose. C'est ça le tourisme, c'est découvrir quelque chose, c'est-à-dire c'est se créer un certain dépaysement. Et souvent, on est un pays touristique sans le savoir. Tu as intérêt à laisser le micro à Marion parce qu'elle l'attend depuis tout à l'heure. Voilà, donc au niveau de la qualité de vie, il nous semble que pour être bien, il faut avoir à peu près tous les services. Les services publics, les écoles, les petits commerces, un Internet, au moins la DSL pour que cela fonctionne. Et puis après, développer donc les zones économiques.
Et sur la zone économique, j'en profite pour ajouter un mot avant de donner le micro à Marion qui va nous parler de l'eau. C'est la péréquation des taxes. Je porte cette idée depuis longtemps. Je l'ai annoncé, je l'ai dit à Noïc le 7 février dernier. Je pense profondément qu'on doit péréquer les taxes parce que les communes qui ont la chance d'avoir ou un péage ou une gare LGV ou une grande zone logistique, il y a des rentrées. Sauf que dans la mesure où c'est le département qui a porté ce projet, le département c'est nous tous. Le département c'est le département, il a pris quelques euros dans la poche de chacun pour mettre les 80 millions d'euros sur la table pour ce projet Grand Sud Logistique, qui n'est pas un projet, qui est une réalité aujourd'hui. Il nous semble tout à fait normal que les communes qui sont autour, alors il faut l'organiser, il faut le quantifier, il faut le mesurer, il faut trouver une règle de calcul, mais il nous semble que tout à fait normal que les communes autour puissent en bénéficier également, dans un pour une juste répartition des richesses, parce que dans la mesure où c'est tout le monde qui finance ce bout doit revenir un peu à tout le monde. Parce que les gens qui y travaillent, ils ne sont pas tous de Montbartier, ils ne sont pas tous de Campsas, ils ne sont pas tous de la Bastide. Aujourd'hui, cette idée n'est pas partagée par tous, et certains pensent même que c'est une idée qui ne se fera pas, qu'ils ne souhaitent pas. Si vous nous faites l'honneur d'être élus, ce sera mis sur la table, ce sera débattu et ce sera porté, parce que il n'est pas normal que les communes qui n'ont pas cette chance-là ne puissent pas profiter des richesses créées dans cet endroit. Noïc, il y a des gens de Noïc qui travaillent dans le 31, il y a des gens de Noïc qui travaillent vers la Bastide. Eh bien, dans la mesure où les gens participent effectivement à l'augmentation des richesses de ce coin, les communes autour doivent pouvoir en bénéficier pour ne pas avoir des communes riches et des communes pauvres. Et que pour que toutes les communes puissent se développer à peu près tout au même rythme, pour que toutes puissent offrir à peu près le même confort à ses habitants et les mêmes services municipaux et publics, de telle sorte à ce que ce ne soit pas une commune, telle ou telle commune qui soit très bien parce qu'il y a tout et les autres il n'y a rien, mais que ce soit l'ensemble de notre territoire et l'ensemble de notre canton qui puisse être, alors à un delta près certes, mais que l'ensemble puisse être à peu près bien pour tout le monde. Voilà. Je vais donner la parole maintenant à Marion pour l'eau. À Frédéric. Oui, parce que comme vous le savez, nous avons des suppléants. Mais non seulement nos suppléants sont destinés à nous remplacer dans l'hypothèse où nous ne pourrions pas, pour X raisons, assumer le mandat si nous étions élus, mais plus que ça, nos suppléants, on ne peut pas dire qu'en ce qui me concerne, que nous les avons choisis, j'ai plus la sensation d'avoir été choisi par mes suppléants et mon colistier que le contraire, mais ceci étant, il faut que vous sachiez que nous formons une équipe dans laquelle nous avons des compétences très variées, très complémentaires, et en l'occurrence, elles nous servent, ces compétences, à avoir une idée générale et qui se veut précise de certains points particuliers et techniques, pour lesquels, notamment en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, Marion Rigaud est d'un soutien et d'une aide actuelle, prégnante, mais à l'avenir également. Parce que c'est vrai que la question de l'eau, de l'assainissement, eau potable, tout ce qui sera irrigation, c'est un point qui, dans l'avenir très proche, est un secteur très important. Et là, nous allons avoir besoin de gens qui s'y connaissent, qui sont compétents, et c'est le cas très exactement de Marion Rigaud, qui va vous donner sa vision du problème. Donc effectivement, comme vous disiez Frédéric en introduction, au niveau du Conseil général, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qu'il faudra conserver. Et donc le rôle de nos futurs élus sera de faire en sorte que finalement ce Conseil territorial puisse maintenir cette politique qui fonctionne bien au niveau de l'environnement, puisque l'environnement est une compétence du Conseil général, et notamment le Conseil général joue un rôle essentiel dans la qualité des eaux, et notamment dans la qualité des eaux potables. Puisque même en tant qu'élu, on ne le sait pas forcément, mais le Conseil général, en fait, participe à la protection des captages d'eau potable en ayant pris la maîtrise d'ouvrage déléguée de toutes les études préalables à la protection des captages. Ce sont des études qui sont particulièrement longues, difficiles à mettre en place puisque contraignantes, et sans l'aide du Conseil général, je pense qu'il y a une bonne partie des captages qui ne seraient pas encore protégés de nos jours.
À côté de ça, il faut savoir aussi que le Conseil général joue un rôle essentiel dans le financement des outils nécessaires à la production d'eau potable. Notamment, la plupart du temps, sur ces secteurs et sur nos secteurs, l'eau provient de ressources superficielles qui présentent maintenant très régulièrement des pesticides ou des produits phytosanitaires. Les syndicats ont donc dû s'adapter pour mettre en place des usines adaptées permettant de traiter notamment tous les produits qui peuvent être présents dans l'eau et qui sont néfastes pour la santé. Il faut savoir que le Conseil général finance et participe donc largement à financer ces usines et que sans l'aide du Conseil général, finalement, ce serait directement les abonnés qui seraient impactés et le prix du mètre cube qui du coup serait beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que même si certains présidents se vantent d'avoir un syndicat non endetté, quand on sait que c'est au détriment finalement de la qualité des eaux qu'ils distribuent et donc au détriment de la qualité et de la santé de leurs abonnés, il ne me semble pas que ce soit très glorieux. Il faut donc que le Conseil général puisse continuer à financer la mise en place de ces outils de traitement de façon à ce qu'on puisse tous bénéficier d'une eau potable à notre robinet. Il faut savoir que par exemple l'eau du robinet que l'on boit, que l'on peut boire sans aucun risque, répond à des critères et des exigences qui sont bien plus draconiennes que celles qui sont par exemple demandées pour de l'eau en bouteille. Et il y a certaines eaux embouteillées qui sont distribuées et vendues qui ne pourraient pas être mises en distribution dans nos réseaux d'eau potable parce qu'elles ne répondent pas à ces critères finalement de qualité qui sont exigés sur l'eau potable. À côté de ça, on est tous témoins de la variation des saisons, des années pluvieuses et des années sèches, et avoir des usines performantes quand on n'a pas d'eau à utiliser, c'est un peu dommage. Il va falloir donc que le Conseil général continue sa politique de structuration et d'interconnexion entre les différents réseaux, de façon à ce qu'on puisse avoir, quelles que soient les années, de l'eau pour produire finalement de l'eau potable. Donc, c'est comme pour l'irrigation, pour l'eau potable, il faut pouvoir mettre en place des outils qui permettront finalement de stocker l'eau quand on se situe sur des années très pluvieuses, de façon à pouvoir ensuite l'utiliser quand on va se retrouver sur des années plus sèches, de façon à avoir une réelle gestion pluriannuelle finalement des ressources. À côté de ça, le Conseil général joue aussi un rôle essentiel dans l'assainissement des collectivités. Il faut savoir qu'en Tarn-et-Garonne, le Conseil général est un des conseils généraux qui aide le plus les collectivités à mettre en place l'assainissement collectif au sein des bourgs et des villages. Les collectivités donc, peuvent bénéficier de subventions de l'Agence de l'eau, et c'est vrai qu'en Tarn-et-Garonne, le Conseil général est le seul département à assurer un minimum de 48% de subventions pour toutes les collectivités. Donc ce financement-là permet finalement d'avoir aussi indirectement une eau de meilleure qualité dans nos cours d'eau et donc finalement dans nos productions d'eau potable. Toute cette qualité des eaux est indissociable finalement du secteur agricole, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, on les met souvent en opposition, mais la protection de l'environnement et l'agriculture vont de pair. Et le Conseil général dispose à l'heure actuelle d'une politique d'aide au secteur agricole par la mise en place de financements auprès des CUMA pour les aider à investir dans du matériel performant et plus respectueux finalement des pratiques. Et il faudra que le Conseil général puisse continuer à aider l'agriculture à évoluer dans de nouvelles pratiques de façon à pouvoir d'une part être de plus en plus performant d'un point de vue impact, on va dire, et rendement, mais aussi de façon à ce que justement l'agriculture puisse continuer à être un secteur économique performant et viable sur les territoires. Sur Noïc, je crois qu'il y a encore à peu près 35% de la superficie du territoire qui est occupée par des surfaces agricoles. Donc c'est quand même quelque chose d'important et il faudra donc, justement que ça puisse continuer à se maintenir en place de façon à ce que nos territoires puissent continuer à être entretenus et valorisés. Donc, alors après, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le secteur de l'environnement et du Conseil général, puisque le Conseil général participe aussi à d'autres politiques de préservation de l'environnement. Mais ça risquerait d'être un petit peu plus long. Donc je vais repasser le micro à Frédéric. Oui, juste sur l'agriculture, je ne sais pas si on l'a évoqué précédemment, mais l'agriculture, c'est le premier secteur d'activité économique à Tarn-et-Garonne. 20 000 personnes à l'année qui y travaillent.
En plus, il y a les saisonniers ensuite. Et donc, le Conseil général qui aide ce secteur-là doit continuer à l'aider comme il le fait aujourd'hui, et peut-être un petit peu plus même, aider l'installation des jeunes agriculteurs. L'agriculture aujourd'hui souffre. Elle souffre par attaque des médias, agriculteurs, pollueurs, tout le monde l'entend. Ça devient infernal. Il y a énormément d'agriculteurs qui se suicident sur un plan national, ce n'est pas normal. Les agriculteurs, il ne faut pas oublier que c'est quand même eux qui font pousser le blé pour qu'on puisse faire du pain. C'est eux qui font pousser le maïs pour les bêtes, pour celui qu'on mène à la salade. Oui, le popcorn aussi, effectivement. Tu vois, je ne suis pas sûr que le popcorn soit le plus gros débouché du maïs quand même. Ce sont eux qui élèvent les bêtes. Donc ce sont eux qui élèvent les bêtes pour nourrir la population. Donc je trouve que c'est très injuste aujourd'hui un petit peu la perception des gens envers les agriculteurs, et c'est pas bien du tout. Il faudrait remettre un peu de justesse et de justesse là-dedans. Et il faudra aussi que le Conseil général continue comme il le fait, à développer les labels, à développer les appellations. Dans notre secteur, dans notre canton, à Noïc, il y a quelques vignes, à Orgueil, il y en a 50 hectares, à la Bastide, il y en a un petit peu plus. Dans notre canton, sur le secteur de la Bastide, nous avons les plus jeunes viticulteurs du canton. Pas du canton, pardon, du Frontonnais. Les plus jeunes, et je ne vous raconte pas de bêtises, les plus jeunes viticulteurs du Frontonnais se trouvent à la Bastide et Saint-Pierre. Moi, je peux les nommer après tout. Vérac, Cardetti, Fort, ce sont tous des jeunes qui reprennent les propriétés, et j'en suis très heureux parce que je préfère avoir une propriété reprise et que les vignes soient entretenues plutôt qu'une propriété à l'abandon comme on l'a vu avec celle sur Camsas. Donc ils sont 6, ils sont jeunes, ils sont ambitieux, ils reprennent les propriétés. Il y en a un qui n'arrête pas d'être à droite à gauche pour promouvoir son vin, il obtient des labels et j'en suis très heureux pour lui. Et un qui arrive à l'exporter. Il a une femme anglaise, donc il a appris la langue, ça va bien. Il arrive à exporter là-bas en Angleterre, et il en exporte beaucoup, et tant mieux pour lui. Et ils emploient du monde en plus sur le secteur, donc tout cela doit être valorisé, parce que agriculture et culture, notamment avec le vin, la salle de la Bastide s'appelle la Négrette. Ce soir, on boira un peu de vin bastidien. Donc l'agriculture, on n'en parle pas assez. Alors le département a de vraies politiques en matière de soutien au secteur agricole, mais dans la mesure où c'est le premier secteur d'activité de Tarn-et-Garonne, l'agriculture, à ce titre, devient donc un secteur qui doit monopoliser toutes les attentions et du département, mais pas que, et tout doit être mis en œuvre pour que ce secteur-là puisse continuer de se développer. Il y a 2 très belles entreprises en Tarn-et-Garonne qui font du matériel agricole, notamment pour les arboriculteurs, qui exportent, qui ont un vrai savoir-faire. Tout cela participe à faire rayonner le Tarn-et-Garonne, à créer des richesses en Tarn-et-Garonne, et surtout à employer du monde pour qu'on puisse y vivre et que tout le monde puisse être bien. Donc vous l'avez compris, nous nous présentons à ces élections dans un intérêt général pour y travailler au niveau du département comme nous travaillons dans nos collectivités. Nous ne sommes pas là pour porter des noms ou porter des partis politiques, mais nous pensons qu'aujourd'hui, on doit travailler un petit peu différemment, on doit travailler dans l'intérêt général. Et c'est comme cela qu'on pourra arriver à faire un petit peu changer les choses et montrer à tout le monde qu'en fait, faire de la politique, c'est s'occuper de son coin. C'est avoir envie de s'occuper de son territoire, de l'organiser, de le structurer, de telle sorte à ce que chacun d'entre nous puissions en bénéficier un petit peu. Voilà. 2 mots peut-être pour conclure, je dirais que notre seule ambition, c'est le canton, et c'est pour ça que nous nous y présentons. Merci.